Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis heureux ce soir de commencer avec mon ami Olivier Barlet une série de rencontres autour de questions d'actualité, questions culturelles importantes sur le continent. Je suis heureux d'inviter, mais vraiment heureux d'inviter comment dire ça, une grosse pointure, c'est un peu vulgaire, non? Mais vraiment une figure importante en tout cas de l'anthropologie française. Après on dira si c'est un anthropologue ou un ethnologue, voilà. On aura beaucoup de discussions autour de ça. Jean-Loup Amsel qui a très aimablement accepté de venir nous accompagner dans cette série de rencontres qu'on organise dans le cadre de Africa de 2020. Nous sommes à la médiathèque, le kiosque de Saint-Saturnin-les-Alpes, et je profite dans ce très très joli endroit. On doit, au nom du festival, remercier à la fois la médiathèque et aussi la mairie de Saint-Saturnin de nous accueillir dans ce beau lieu qui va très probablement nous entourer de tant de livres en général et des livres de certains des livres de Jean-Loup Amsel, parce que on aurait eu du mal à les avoir tous. Voilà. Donc avec Olivier, on va essayer avec Jean-Loup aujourd'hui, à travers son expérience, sa longue carrière, toute la réflexion qu'il a menée depuis plusieurs années dans le domaine de l'anthropologie autour de l'Afrique. On va essayer de le suivre un tout petit peu, de l'interroger, d'essayer de comprendre. Il nous a assuré, et nous en avons la preuve qu'il sera suffisamment attentif à notre public pour vulgariser. C'est une pensée évidemment souvent très sophistiquée, très complexe, parce que évidemment il a été mêlé à des discussions, à des controverses souvent complexes pour celui qui n'est pas rompu à ce genre de discipline. Et si tu veux bien, Olivier, on va lui demander, parce que c'est important de retracer ce parcours qui a connu plusieurs étapes dans l'évolution même de ta pensée, Jean-Loup, en rapport à chaque fois avec ce qui a changé à la fois dans tes convictions, mais aussi les expériences concrètes, puisque, et on en reparlera, de ce renouvellement de ta propre trajectoire est également lié à ta pratique, c'est-à-dire aux travaux de terrain que tu as eu l'occasion de mener en Afrique, notamment en Afrique occidentale, au Mali, en Guinée, etc. Donc moi je te demanderai... L'idée est que ça nourrisse un petit peu le débat qu'on va pouvoir avoir sur quelques films que Jean-Loup Amsel a eu l'occasion de regarder, voilà, que nous avons passés au festival, ça. Et qui permettront de parler cinéma en même temps qu'on peut parler comment un regard anthropologique, philosophique éventuellement,
Voilà, il présente aussi cet avantage-là, qu'il a aussi vu des films que nous avons vus en commun et à travers lesquels on va effectivement pouvoir discuter avec lui, parce que si on reste juste dans le domaine de l'anthropologie, je crois qu'on va avoir du mal. Hein. Voilà. Donc, Jean-Loup, à toi la parole. Bon, d'abord, je voudrais remercier le Festival des films d'Afrique du Pays d'Apt, remercier Tahar Chekroït, remercier Olivier Barlet de m'avoir convié pour retracer un peu mon parcours, ma trajectoire, enfin d'anthropologue. Alors, moi, je ne suis pas tout jeune, hein, donc je suis plus âgé que vous d'ailleurs. Et donc, j'ai fait mes études supérieures, disons, on ne va pas partir de ma naissance. Hein. J'ai fait mes études supérieures de sociologie, d'ethnologie, d'anthropologie, enfin, on reviendra sur ces termes. J'ai commencé au début des années 60. Et à l'époque, en France, en tout cas, donc j'ai fait mes études à la Sorbonne et puis aussi au musée de l'Homme. Et à l'époque, ce qui prévalait, c'était une conception de l'Afrique, enfin qui était essentiellement vue comme le continent des ethnies. Hein. L'Afrique ayant plus de plusieurs centaines d'ethnies, plusieurs centaines de langues, peut-être 700, 800 ethnies, 800 langues. Chaque ethnie étant un monde, étant un cosmos, une espèce de monade, qu'il s'agisse des Dogons, des Baoulés, des Chokwe, des Zoulous, etc. Chaque ethnie étant un monde, une monade, ayant un propre système religieux, un propre système politique, un propre système économique. Donc des mondes isolés. Et donc c'est à travers cette problématique, ce paradigme donc, que j'ai fait mes études, paradigme qui était celui à la fois de l'anthropologie française, celle de Marcel Griaule, hein, qui est connu pour ses travaux sur le pays Dogon, sur la société Dogon, mais aussi celle de l'anthropologie anglo-saxonne et particulièrement britannique, ou même américaine, qui véhiculait aussi ce même genre de problématiques avec une division de l'Afrique en ethnie, une division des sociétés africaines aussi en sociétés, disons, segmentaires, lignagères, hein, sans État, d'une part, comme les Dogons, comme les Lobis, comme d'autres sociétés, et puis des sociétés, ça je parle de l'Afrique précoloniale, d'avant la conquête coloniale, des sociétés étatiques, des chefferies, des royaumes, des empires, etc. etc. Bon, donc je suis parti là-dessus, bien que j'ai quand même fait ma thèse avec Georges Ballandier, qui lui, à la différence de Marcel Griaule, mettait l'accent sur ce qu'il appelait la situation coloniale, c'est-à-dire lui considérait qu'on ne pouvait pas appréhender l'Afrique des années 50. En sartrien. En sartrien, situation coloniale. Ouais. On ne pouvait pas appréhender l'Afrique sans tenir compte de la situation coloniale prévalente dans les colonies françaises, en l'occurrence. Lui, il avait travaillé au Sénégal, en Guinée, au Gabon et au Congo-Brazzaville. Donc, moi, je suis parti sur le terrain, disons, en 1967, au Mali. J'étais volontaire du service national. J'ai fait mon service militaire là-bas, mais en civil. J'étais affecté à l'Institut des sciences humaines de Bamako, où j'étais en tant que sociologue, anthropologue, etc. Et je me suis intéressé à une région du sud-ouest du Mali, mais une région en fait qui est à cheval sur le Mali, la Guinée et la Côte d'Ivoire, le nord-ouest de la Côte d'Ivoire et le nord-est de la Guinée. Et au lieu de travailler comme on le faisait habituellement sur un village dans telle ou telle région, dans telle ou telle ethnie, alors on faisait les ethnologues ou les anthropologues faisaient une monographie, un livre sur un village, mais le village valait pour l'ethnie, hein, c'est-à-dire que la partie valait pour le tout. Moi, j'ai choisi d'appréhender, de prendre en considération une région entière, et là, comportant plusieurs populations, plusieurs ethnies, les Peuls, les Bambara, les Malinké, les Sénoufos et les Minyanka. Et là, ce qui m'a frappé, c'est qu'au lieu de considérer justement, comme on le faisait habituellement, ces ethnies, ces sociétés, ces cultures
comme des monades, comme des entités fermées à l'abri de l'histoire. J'ai vu au contraire que, là je parle de la période précoloniale, de la période précédant l'arrivée des Français à la fin du 19e siècle dans cette région. J'ai vu que ces sociétés, ces cultures, ces ethnies avaient été complètement, totalement et de façon permanente ballottées par l'histoire. Mais Jean-Loup, excuse-moi, quand tu dis que d'emblée, c'est ça qui est intéressant dans ta trajectoire, au lieu d'aller, parce que la question c'est l'objet de l'anthropologie, l'objet c'est l'ethnie, c'est ça. Et toi, d'emblée tout de suite, mais sans a priori, enfin je veux dire, est-ce qu'il y a des présupposés théoriques au départ, ou qu'est-ce qui a fait que d'emblée tout de suite tu ne t'es pas dit non, moi je vais voir une ethnie, je vais voir quelque chose de beaucoup plus global, une région avec plusieurs ethnies. C'est-à-dire même à l'intérieur de cette région, par exemple, j'avais affaire à des Peuls, des populations Peuls dont vous avez tous entendu parler, et donc ces Peuls, d'abord, ils ne correspondaient pas au stéréotype du Peul parce que c'était des agriculteurs et non pas des éleveurs transhumants, et donc des sédentaires et pas des nomades. Ils ne parlaient pas Peul en plus. C'était des Peuls qui ne parlaient pas Peul. Ils parlaient le bambara. Bon. Alors, déjà, c'est quand même... C'était déjà dans ta problématique. Non, c'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant sur le terrain. Et donc, j'ai fait l'histoire des différents lignages, c'est-à-dire Bon, il y a des familles étendues, puis il y a des lignages dont l'ancêtre remonte à, je ne sais pas, 4-5 générations, et puis des clans dont les ancêtres remontent à 10, 12, 13 générations. Donc j'ai fait l'histoire des lignages de cette région, et je me suis rendu compte que certains des lignages qui s'affirmaient comme Peuls, qui se définissaient comme Peuls, qui s'identifiaient comme Peuls, avaient des ancêtres sénoufos. Alors, par exemple, un lignage Peul qui s'appelait Diakité, par exemple. En fait, l'ancêtre qui était venu dans le coin, s'installer dans la région, était un Sénoufo qui s'appelait Konaté. Donc ils avaient changé d'ethnie, de Sénoufo ils étaient devenus Peuls, et leur patronyme qui était celui de Konaté était devenu celui de Diakité. Un des descendants de l'ancêtre qui s'était installé dans cette région, le Wassoulou, était ensuite reparti dans une autre région, le Mandé, et il avait repris le nom de l'ancêtre précédent, et donc il avait repris le patronyme de Konaté. Donc j'étais confronté à des changements identitaires. Les gens ne changeaient pas d'identité comme de chemise, mais sur plusieurs générations, on pouvait observer des changements d'identité dans le domaine de l'identité clanique, lignagère, etc., ethnique, mais aussi dans le domaine religieux, par exemple. Dans cette région, j'étais amené à constater que les gens qui étaient, disons, païens, animistes, fétichistes, etc., étaient devenus ensuite musulmans, mais ensuite, pour certains lignages, étaient retournés au paganisme. Donc, par exemple, dans cette région, il y a la tombe d'un ancêtre célèbre, et dans cette tombe, il y a donc cette espèce de monticule en terre, il y a un Coran, enfin on dit, en tout cas moi je ne l'ai pas vu, on dit qu'il y a un Coran, mais en fait c'est devenu un fétiche. Le Coran lui-même est devenu un fétiche sur lequel on sacrifie. On sacrifie des poulets, on sacrifie de la cola, on sacrifie des animaux, du mil, etc., etc. Donc il y avait cette espèce de fluctuation permanente entre le paganisme, l'animisme, le fétichisme et l'islam, ensuite un retour. De même, dans le domaine politique, ces sociétés qui pouvaient avoir connu des phases lignagères segmentaires, donc sans État, en fait étaient passées ensuite à un régime de chefferie, puis d'empire, puis ensuite étaient retombées dans des systèmes politiques plus restreints à base de chefferie ou de lignage. Donc une fluctuation constante de systèmes religieux, de systèmes politiques, de systèmes identitaires, mais aussi une mobilité sociale qui contredisait de façon patente l'idée même de société traditionnelle. Par exemple, dans certaines chefferies, par exemple, il y avait des lignages qui s'appelaient par exemple Samaké, et autour de ces lignages dominants, il y avait des lignages clients, des lignages clients qui s'appelaient aussi Samaké, de sorte que dans cette chefferie, tout le monde, par exemple, notamment se nommait, était nommé Samaké. Et quand j'étais arrivé dans cette chefferie, je leur avais dit, mais écoutez, c'est bizarre, vous vous appelez tous Samaké, c'est pas normal. Il y a forcément des gens qui
des étrangers, des gens qui sont venus d'ailleurs, etc. Et donc, j'avais décortiqué un peu la structure de cette chefferie, et je m'étais rendu compte qu'il y avait parmi les lignages clients, il y avait des gens qui étaient peuls, qui étaient devenus, qui s'appelaient Silibé, par exemple, qui étaient devenus Samaké, d'autres qui étaient forgerons, donc, qui appartenaient à une caste qui s'appelait Diabaté, qui étaient devenus Samaké, d'autres qui étaient des esclaves, qui étaient devenus des nobles, etc., etc. Donc une mobilité sociale patente qui contredisait donc l'idée de tradition, de société africaine traditionnelle qui se perpétuait, qui se serait perpétuée de façon identique au cours de l'histoire. Donc, est-ce que le fait de constater cette historicité oui. Jetait une pierre très dérangeante dans les études de l'époque? Dans le landerneau anthropologique de l'époque, puisque effectivement l'ethnologie, disons, jusqu'à une période récente, en tout cas, reposait sur l'idée que, en fait, les ethnologues allaient étudier des sociétés primitives, traditionnelles, non affectées par l'histoire, ou même refusant l'histoire, refusant l'État. Bon, par exemple, on trouve ça chez Pierre Classe, ou dans l'anthropologie anarchiste actuelle, celle de David Graeber, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est mort il n'y a pas longtemps, qui est mort en 2019, ou bien chez James Scott, etc., ou c'est chez Salins, qui vient de décéder, etc. Il y a toute une anthropologie, une ethnologie, une anthropologie, mais mondiale d'ailleurs, française, mais aussi anglo-saxonne, enfin britannique, américaine, qui voit dans les sociétés primitives, exotiques, disons, des sociétés du refus de l'histoire, du refus de l'État, du refus de l'islam aussi, pour les sociétés africaines. Toute l'école de Marcel Griaule, en fait, est pour moi une école ethnologique islamophobe. Mais est-ce que ces gens-là, ils cherchaient à travers ces recherches-là une essence africaine ou humaine? Est-ce que ce n'est pas une manière pour eux de considérer que le mouvement de l'histoire, etc., c'est quelque chose qui peut nous empêcher de savoir qui nous sommes en tant qu'êtres humains? Donc on va aller regarder de l'autre côté, là-bas, où l'histoire n'a pas encore commencé, pour voir un peu qu'est-ce que nous sommes tous, ou c'est considérer que dans ce continent-là, il y a une essence propre et qui va peut-être nous aider à mieux nous comprendre en nous comparant à eux? Je crois que c'est les deux, c'est-à-dire c'est l'idée que il faut retrouver peut-être une essence humaine, c'est-à-dire au fond les Dogons ou les Bambara, pour Marcel Griaule ou pour Germaine Guetterlin, c'était des Grecs anciens. On pouvait retrouver la théogonie d'Hésiode. Et puis aussi, ça pouvait fournir des modèles alternatifs. Par exemple, pour les anthropologues britanniques de la période coloniale, Meyer Fortis, Evans Pritchard, les sociétés sans État, en fait, était un modèle de démocratie, en fait, c'était des socialistes. C'est un peu rousseauiste, quoi. Oui, voilà, complètement rousseauiste. Rousseau a quand même été le grand inspirateur de Claude Lévi-Strauss. Et donc, pour eux, les sociétés du genre, je ne sais pas, les Talensi du Norghana ou les lobbies, etc., les Dogons, les Somba du Nord-Bénin, etc., c'était des sociétés essentiellement démocratiques, en fait, qui n'étaient pas des sociétés, comme moi je les interprète, des sociétés englobées, existant dans les marges des royaumes, des chefferies des royaumes et des empires. En fait, ces sociétés-là, c'est des sociétés où on allait faire des esclaves, en fait, en réalité. C'est un peu comme l'opposition Marzen-Siba en Afrique, au Maroc, etc. C'est là où on allait faire, où les royaumes allaient faire, les chefferies, les royaumes et les empires allaient faire des razzias. Mais pour eux, c'était des sociétés préservées de l'histoire, hors de l'histoire. Et donc refusant l'histoire d'une certaine façon. Donc ça pouvait être un modèle démocratique. Ça laisse des traces, parce que le discours de Sarkozy à Dakar, on est complètement là-dedans. Voilà. Mais alors là, dans une essentialité africaine, justement. Complètement, oui. C'est-à-dire l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Mais au fond... Mais en fait, c'est le discours de Guénaud, pardon. Le discours de Guénaud, c'est en même temps, bon, c'est raciste évidemment, c'est un discours raciste, mais en même temps un discours nostalgique. C'est-à-dire, en fait, il y a une certaine sympathie pour des gens qui ne sont pas entrés dans l'histoire, qui ne sont pas victimes de tous les maux qui nous affectent. Si on simplifie, Jean-Loup, au maximum, ce qui n'est pas bien en termes académiques et de recherche, c'est-à-dire, au fond, ce qui se passe à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé à l'envers pendant la colonisation. C'est-à-dire, pendant la colonisation, on a dit c'est trop figé, on va les faire bouger.
hein, on va introduire un peu d'histoire, de civilisation, etc. On va aller là-bas. On va les assimiler. On va les assimiler. Et après, quand on est devenu un peu plus gentil et qu'on a voulu revenir à une espèce d'innocence primitive, on va retourner là-bas pour les voir un peu comme une société figée, quoi. Je veux dire, c'est presque... Oui, c'est-à-dire, en fait, par exemple, si on prend le cas de Griot, de son école, en fait, eux-mêmes s'affirmaient comme des adversaires de l'administration coloniale, en fait, alors qu'en fait, ils ont servi de conseillers à l'administration coloniale. Oui. Et au fond, ce qui les intéressait, c'est de préserver cette primitivité des Dogons, des Bambara, etc., contre l'administration coloniale, mais aussi contre l'islam surtout. Parce que l'islam était vu par Griot, par Dieterlen, etc., comme pervertissant les sociétés africaines. Les premiers colonisateurs, quoi. Oui, comme pervertissant les sociétés africaines, comme ayant introduit la mendicité. C'est les garibous, là, les petits mendiants, les élèves des marabouts qui vont mendier leur pitance, et puis ayant introduit aussi la prostitution. Voilà, donc c'était vraiment le mal absolu. Et ça a duré pendant longtemps. Hein. L'idéalisation du fétichisme, du paganisme, etc., du polythéisme par rapport à l'islam. Alors, ça a duré très longtemps, alors que ces sociétés-là sont imprégnées d'islam depuis des siècles. Par exemple, chez les Dogons, par exemple, si on prend l'exemple de Dieudo, le livre de Marcel Griot et de Ogot Emily, son informateur principal, qui en fait c'est une espèce de coproduction. Donc, on ne peut pas dire que Griot l'a tout inventé, c'est pas ça, mais enfin, Ogot Emily savait très bien ce que Griot voulait obtenir aussi. Il y a dans le mythe Dogon, enfin le mythe qu'on nous présente comme un mythe Dogon, qui serait l'analogue, je sais pas, de la Théogonie d'Hésiode, par exemple, en fait, il y a plein d'éléments qui viennent du Coran, qui ont été intégrés depuis des siècles par la culture Dogon. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de logique métisse, parce que ces sociétés africaines du Sahel, enfin disons de l'Afrique de l'Ouest, soudano-sahélienne, etc., sont en fait des sociétés métisses au sens où on ne peut pas dissocier ce qui vient de l'islam et ce qui vient de strates culturelles plus anciennes. Mais on peut faire la même analyse pour des sociétés côtières ou d'Afrique centrale avec le christianisme. Le christianisme a pénétré au royaume du Congo au XVe ou au XVIe siècle. Et donc depuis cette époque, ces sociétés-là ont intégré des éléments chrétiens. Et donc on ne peut pas dire que ce sont des sociétés purement... c'est pas que ce ne sont pas des sociétés purement africaines, mais l'Afrique aussi est une Afrique... Maintenant, l'Afrique est une Afrique, à la fois une Afrique chrétienne et une Afrique musulmane. Et que la guerre, finalement, au sein de l'Afrique est largement aussi une guerre entre l'Afrique musulmane et l'Afrique... chrétienne. C'est ce qui se passe au Nigeria, par exemple, entre le nord et le sud du Nigeria, mais c'est ce qui se passe ailleurs aussi. Le fait de renier, de dénier le dynamisme, la vitalité des sociétés africaines introduisait cette idée coloniale du devoir de civilisation. Oui, du devoir de civilisation, du devoir d'assimilation, c'est-à-dire qu'on considérait que... D'abord, il y a eu tout un gommage, par exemple au Mali, de cette culture musulmane, l'ivresse, parce qu'en fait, quand même, je veux dire, ce sont des administrateurs coloniaux qui ont découvert les textes écrits en arabe sur l'histoire de cette région. Tariq el-Soudan, Tariq el-Fetash, Tadkir el-Sesnizian, etc. sont des textes qui ont été écrits par les lettrés noirs, enfin africains noirs de Tombouctou, etc., et qui relatent l'histoire des grands empires du Mali, du Ghana et du Sorail. Donc ça a été gommé, enfin, c'est-à-dire, tous ces manuscrits, etc., ont été appropriés par les administrateurs coloniaux, dont certains étaient ethnologues, et donc, du coup, on a éradiqué, comment dirais-je, en anglais, il y a un terme qui c'est literacy, hein, c'est-à-dire la culture lettrée musulmane. Ces gens étaient des lettrés au profit de la culture française, hein, de la francisation, mais au sens de l'imposition de la langue française. Donc on les a désarabisés, on les a francisés, on a imposé la culture française parce qu'on considérait que, justement, pour qu'ils se civilisent... Au nom de l'universalisme... Oui, pour qu'ils se civilisent, qu'ils aillent apprécier le théâtre de boulevard,
à Paris, etc., il fallait qu'ils apprennent le français. C'est ça, ils passent par la langue française. Oui, c'est ça, ça passait par la langue Qui française. était la langue universelle. Quoi. Oui, voilà. Qui Oui. véhicule Façon, la logique, les Français, une logique. on pensait pendant longtemps que le français est une langue universelle. C'est ça. Maintenant, ils commencent à comprendre que ça ne l'est plus, mais c'est un peu tard. Que c'est C'est une langue. l'anglais maintenant. Oui, c'est ça. Et finalement, les Français assimilationnistes arrivaient après, et longtemps après, l'islam qui avait eu un petit peu la même fonction finalement. Oui. Quoi. Oui, bien sûr, effectivement. C'est-à-dire qu'eux, ils arrivent avec le christianisme. C'est ça, ils arrivaient avec le christianisme. Mais en fait, il y a cette culture arabo-musulmane dans les médersas, etc., dans les écoles coraniques, dans les médersas, etc., c'est une culture vivante, mais qui a été un peu fossilisée et neutralisée dans ce qu'on a appelé les écoles franco-arabes, où on apprenait à la fois le français et l'arabe, ce qui était aussi une façon de contrôler les élites musulmanes. Je dis ça parce que Samen Ousmane a fait Tchedo, qui correspond à cette époque-là, justement, et qui est une manière de parler de la colonisation, justement, pour lui. Quoi. Oui. Un film qui a été interdit par Saint-Gobain. Qui a été interdit par pour des raisons d'orthographe. Oui, d'orthographe de Tchedo avec un D ou deux D. Oui, on en parlait. Et ça, c'était ta période métissage. C'était alors, là, je voulais ethnie primitive pas, mais ethnie métissée. Métissée, c'est-à-dire syncrétisme originaire. C'est ça, il n'y a pas de culture pure, il y a des cultures faites de pièces et de... Voilà. De pièces composite. Un patchwork. Composite. Des cultures patchwork. C'est avec un livre qui s'appelle Logique métisse. Voilà, c'est ça. Alors après, d'abord, c'est devenu à la mode, le métissage, à la fois sur le plan intellectuel, mais c'est aussi sur le plan musical, sur le plan... théâtral, sur le plan littéraire, sur le plan... dans toute une série de domaines, mais aussi c'est devenu un business, le métissage, parce qu'il fallait justement, il fallait mélanger. Il fallait mélanger la culture occidentale, à la fois, par exemple, dans le domaine de la cuisine, du vêtement, etc. C'est à partir de ce moment-là que les couturiers se sont mis à avoir une ligne africaine, que ce soit... je ne sais pas, Etro en Italie, Hermès en France, Jean-Paul Gaultier, etc. Enfin, c'était Black is Beautiful dans le domaine dans des tas de domaines, il fallait mélanger, quoi. La cuisine aussi, la fusion food, etc. On mélange le cassoulet avec du piment. Enfin bon, je veux dire, pourquoi pas d'ailleurs, j'ai rien contre. Mais enfin, c'était pas un métissage... qui s'était produit naturellement au cours de l'histoire. C'était un métissage programmé, organisé, etc. Un mélange volontaire de substances supposées appartenir à des entités... Oui, mais c'est un mélange qui suppose qu'il a des entités quand même premières. Voilà. Il est d'autant plus important qu'il est formé de monades, quoi. C'est ça. Alors je me suis dit qu'il fallait abandonner cette idée de métissage, parce que justement ça renvoie à des essences, à des cultures, à des races, ou à des cultures pures, parce que dans le domaine de la zootechnie, par exemple, on isole des lignées des races pures, et puis ensuite on mélange, on hybride, pour produire des rejetons plus résistants. C'était un peu l'idée d'ailleurs de Federbe aussi au Sénégal, c'est-à-dire les Français, les Européens, disons, les Blancs, ils ont le cerveau, les Nègres, ils ont le muscle. Donc on va mélanger. C'est un peu comme dans le domaine du football actuellement. C'est-à-dire on va recruter en Afrique des Malabars, pour casser des Malabars africains, pour casser, qui vont jouer comme arrière dans les équipes de foot, pour casser les attaquants. Les Neymar, les Mbappé, etc., etc. Ça, non, mais Laurent Blanc a défendu cette idée. C'est sélectionneur de l'équipe de France. C'est une mixité pour enrichir. Quoi. Voilà. Pour enrichir, Il y a la mixité qui détruit, ça c'est Gobineau. Le mélange chez Gobineau, l'essai sur l'inégalité des races humaines. La race blanche, elle s'est détruite parce qu'elle s'est mélangée avec la race jaune, la race noire, etc. Mais il y a aussi la mixité qui enrichit. Comme un vaccin, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, dans ton étude de métissage, est-ce qu'il y a la constatation comme ça parce que tu reviens ensuite sur la question du métissage en refusant la notion, en passant à la notion de branchement. Et est-ce qu'il y avait tout simplement derrière la notion de métissage le problème que ça ne fait que constater et renforcer des entités
qu'on a tendance ensuite à essentialiser? Ou bien est-ce qu'il y a aussi la notion de hiérarchie qui s'installe? La notion de hiérarchie, oui. Dans l'idée de métissage, il y a forcément une idée de hiérarchie, hein, parce qu'il s'agit de la pureté. La pureté originelle. Oui, de la pureté originelle. Elle est première. Qu'il y a une entité qui est meilleure que l'autre aussi, quoi. Ah oui, aussi. De ce point de vue, ici, oui, aussi, oui, bien sûr, parce que bon, chez Faidherbe, c'est quand même les Blancs qui sont au sommet. Hein, mais pour l'Afrique, il faut une race plus résistante qui combinerait les aptitudes intellectuelles du Blanc et les aptitudes physiques du Noir. Hein. Alors donc, je me suis dit, il faut abandonner ça, et à l'occasion d'un nouveau terrain que j'ai fait sur le NCO. Alors le NCO, je peux résumer ce que c'est brièvement. C'est une espèce de, comme je l'ai appelé, une espèce de multinationale culturelle à consonance nationaliste, un peu afrocentriste à la façon de Cheikh Anta Diop. En fait, c'est un marabout guinéen qui a inventé, qui a créé une écriture combinant l'alphabet arabe et l'alphabet latin. Donc il a reçu, un peu comme Mohammed a reçu le Coran, hein, lui il a reçu cet alphabet à l'occasion d'une vision en 1949 en Côte d'Ivoire. Donc un alphabet de 27 lettres, donc qui ressemble un peu à l'arabe, mais aussi à l'alphabet, l'alphabet arabe, aussi à l'alphabet latin. Et l'idée c'était de se servir de la culture européenne pour contrer la culture arabo-musulmane, bien qu'il c'était un marabout, mais pour promouvoir sa propre culture, la culture malinké. Donc il fallait une écriture pour transcrire, puisque la langue malinké n'était pas écrite, donc il fallait une écriture propre pour transcrire la langue malinké, mais aussi toutes les langues, puisque comme c'est un alphabet, en principe on peut... Donc il a écrit toute une série de livres sur l'histoire de cette région, de l'Afrique soudano-sahélienne. Il a traduit le Coran en malinké en utilisant cette graphie. Et aussi, il a inventé des médicaments, parce que c'était un prophète, comme tous les prophètes. Les prophètes, ils soignent. Guérisseur aussi. Ah oui, ils soignent. Oui. Donc il a inventé des médicaments, mais pas donc des médicaments... disons, traditionnel, si on veut, mais doté d'une facture, d'une présentation moderne, c'est-à-dire sous forme de comprimés, de potions, etc. Ce n'étaient pas les herbes telles qu'on les trouve sur les marchés africains, qui servent aux guérisseurs à soigner leurs patients, etc. Donc il y avait une volonté aussi d'être moderne, quoi. Et donc c'est une sorte de prophétisme qui existe toujours d'ailleurs au Mali, en Guinée, un peu au Burkina, en Côte d'Ivoire, partout où on parle la langue malinké. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une écriture, mais c'est aussi devenu une espèce de langue, puisqu'il utilise des termes que les gens eux-mêmes ne connaissent pas. Donc c'est une espèce d'idiolecte, de langue personnelle. Donc c'est... Est-ce qu'il y a eu un relais politique à ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu la prise en charge de cette démarche par des chefferies, moi, je trouve... On parlait hier le réalisateur burkinabé, là, je me souviens de son premier prénom, mais Parfait Caboret, parlait dans la discussion des chartes du Mandé. C'est quelque chose qui est... À travers l'interprétation qu'en donne Souleymane Kanté, l'inventeur du NCO, c'est quelque chose qui se répand un peu partout en Afrique, au Sénégal, au Mali, au Burkina, la preuve en est, mais aussi en Côte d'Ivoire, et même au sein de la diaspora africaine, hein, puisque Souleymane Bachir Diagne, lui aussi, donne dans cette tendance. Il est question, parce qu'il y a plusieurs versions, il y a aussi les chartes du Mandé, mais aussi le serment des chasseurs, il est question que cette philosophie politique, en fait, parce que c'est une véritable... Il ne faut pas dénigrer ça, je veux dire, cette philosophie politique inspire aussi la charte de l'Union africaine. Donc c'est quelque chose qui
qui est en train de devenir un phénomène panafricain. Et le discours qu'on entend aujourd'hui, c'est de dire que le serment des chasseurs est une instauration de la démocratie en Afrique au XIIe siècle, je ne sais plus, bien avant la civilisation. Même peut-être même avant la Magna Carta britannique. Mais c'est ça, c'est les droits de l'homme, mais aussi le serment des chasseurs se veut anti-esclavagiste. Puisque chaque vie en vaut une autre. Dans le serment des chasseurs, il y a ça. Toute vie en vaut. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, à ce moment où tu as remis en question la question du métissage? Donc, je suis passé à la question des branchements. C'est quoi le branchement? C'est-à-dire, au fond, il n'y a pas d'identité locale. Nulle part. Il n'y a jamais eu d'identité locale, où que ce soit, dans quelque société que ce soit, etc. Là, tu l'as évacué complètement. Oui, il n'y a pas d'identité locale. Je reprends la même idée, la même source d'inspiration, mais en la formule autrement. C'est-à-dire, l'idée, c'est que même, quelle que soit la période historique, quel que soit le type de société, il n'y a pas d'identité locale au niveau d'un village, au niveau même d'une micro-région, etc. Le référentiel identitaire, il est toujours plus large que l'unité locale dans lesquelles les gens vivent. Dans un campement de bédouins, dans un village de paysans, ou de pêcheurs, etc., etc. Les gens puisent dans un référentiel identitaire qui est toujours plus vaste. C'est ce qu'on appelle la chaîne les chaînes de société. C'est les chaînes de société. Voilà. Et donc on pioche. Alors maintenant on pioche, c'est Internet. C'est quoi? C'est du constructivisme, ça? Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire c'est des éléments qui s'agrègent. On pioche. Alors évidemment, ça dépend des époques, ça dépend des lieux, etc. Maintenant, c'est à l'échelle mondiale et instantané avec Internet. Tu pioches un élément identitaire et tu le reconfigures, tu en fais quelque chose de personnel. Par exemple, je prends un exemple très simple, celui des Afro-Colombiens ou des Afro-Vénézuéliens, enfin des gens qui se définissent comme africains. Ils n'ont plus besoin de faire référence à l'Afrique maintenant ou de retourner en Afrique pour prouver leur africanité. Ils peuvent très bien se référer à des séries télévisées. Je ne sais pas, par exemple, pour les Afro-Colombiens ou Vénézuéliens, c'était Chaka Zulu, une série britannique relatant l'histoire de l'empire Zoulou d'Afrique du Sud, dont le souverain le plus célèbre était Chaka. Et en se réappropriant cela, il se donne une identité africaine. Donc c'est toujours une construction, en fait. Voilà, mais ils peuvent se référer à Senghor aussi, à la négritude de Senghor, sans avoir besoin de se référer au continent africain proprement dit. Ça peut être une œuvre littéraire, ça peut être un film, ça peut être une série télévisée, etc. Donc ils se réapproprient cet élément et ils se construisent une identité africaine ad hoc. Est-ce qu'on pourrait comparer ta démarche à celle de Fernand Braudel quand il écrit l'identité de la France, par exemple, et qui dit il n'y a pas d'identité française, elle n'est pas au niveau culturel, et il ne la définit que par des éléments de situation, c'est-à-dire, pour reprendre la situation sartrienne dont on parlait, c'est-à-dire la convergence du réseau de voies ferrées vers Paris, qui définit sa centralité, et la généralisation du français à la faveur de la Révolution. Oui, il y a ça, mais lui quand même, je pense qu'il estime que l'identité française, elle est très ancienne. Alors que moi, je pense que c'est une construction nationaliste quand même assez relativement récente. Par exemple, si on prend l'exemple de la langue française. La langue française, c'est une construction des grammairiens et de ceux qui ont confectionné les dictionnaires. On sait très bien que le français, aux époques anciennes, était beaucoup plus souple, on pouvait écrire les mots de façon différente. La langue d'oc, c'était différent. Mais même, je veux dire, l'orthographe des mots n'était pas fixée. Pas le même, non. Ou même les tournures, etc. Et le français, la langue française telle qu'on l'appréhende actuellement, c'est aussi une construction de l'Académie française. Oui. Et d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec la façon dont les gens parlent la langue. Et ça n'a rien à voir avec les Canadiens qui parlent, les Québécois qui parlent français. Oui, c'est un autre français. Mais même de façon plus générale, si tu veux. C'est pour ça que je dis dans le livre avec Souleymane Bachir Diagne, on n'est pas d'accord. Parce que moi, je pense que les langues n'existent pas. C'est-à-dire qu'il n'existe que la parole. Et c'est en parlant, chacun... Donc toi, même la dichotomie langue-parole, tu la remets en question, celle de Saussure.
Oui, oui. Qui dit qu'on n'est que parole, il n'y a pas, oui, il y a pas de oui, langue. il n'y a que des actes de parole, des C'est speech ça, acts, oui. comme dit John Austin. Austin, oui, et Voilà. seul. C'est-à-dire que Ouais. là, on est en train de converser, Oui, d'échanger, etc. Mhm. Mais on crée chacun notre propre langue, notre idiolecte. Enfin, d'une certaine façon, un idiolecte, mais pas totalement, parce que sinon on ne se comprendrait pas. Mhm. Et même s'il y a un malentendu dans nos échanges, il faut quand même qu'il y ait un minimum de Mais compréhension. tu sapes totalement toute possibilité d'appartenance à une communauté. C'est ça qui fait peur, je veux dire. Non, pourquoi C'est comme un individualisme effréné. non, je pense. Non, si chacun crée sa propre parole, mais à partir de quoi? à partir d'éléments qu'il sélectionne. Ouais. Mais dans quel réservoir? Bah, dans le réservoir qui est à sa disposition. Qui est la langue? Mais qui n'est pas la langue, puisque si tu prends le français actuellement, Oui. tel qu'il est parlé, il y a de l'arabe, il y a de l'anglais. Oui. Donc c'est un référentiel beaucoup plus large que le français proprement dit, qui est supposé être une langue pure. Oui, klebs, c'est un mot français maintenant. Oui, voilà. Mais il est d'origine, c'est comme n'importe quel autre mot. Enfin, il est d'origine. Il est D'origine français. arabe, hein. Il est français. Oui. Il n'y a pas d'origine. Non, mais je veux dire, il fait partie de la langue. Il fait partie de la langue française. Ouais, ça ne relève pas de la parole. Kawa fait partie de la langue française. Oui. Bon. Il y a une- Sweet. Il y a une étymologie quand même. Oui, mais l'étymologie ne dit rien. Elle renvoie à une origine fictive, l'imaginaire. C'est ça. Par exemple, en anglais on dit sweatshirt. Hein, en français on dit sweat. Oui. Bon, donc c'est quoi? C'est anglais, c'est français? On ne sait pas. Mm. Bon, tu peux dire c'est d'origine anglaise peut-être, mais sweet, ça n'existe pas en anglais. Mm. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est ça que je veux dire, quand on crée chacun crée sa propre langue. D'accord. Enfin, moi je ne pense pas que les gens, il y a une hiérarchie, comme on disait tout à l'heure, hein, je ne pense pas que les gens aient une totale liberté. Dans notre société, il y a des minorités discriminées. Enfin en France, bon, les Arabes, les Noirs, etc. Pas seulement, les Juifs aussi, d'ailleurs, d'une certaine façon, pas de la même façon. Ou les Roms, bon. Donc je ne dis pas qu'il n'y a que des atomes individuels dont le statut serait strictement égal ou identique. C'est pas ça. Mais je veux dire que chacun, malgré tout, se crée. Par exemple, si tu dis à quelqu'un, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a un nom ou un prénom à consonance arabe, je ne sais pas, qui est français, qui a la nationalité française, vous lui dites vous êtes d'origine algérienne. Bon, à quel titre? Tu lui dis que parce qu'il a un prénom ou d'origine maghrébine ou d'origine arabe ou je ne sais quoi. À quel titre tu vas lui dire ça? Si lui se considère comme français. Alors c'est bien ça le problème auquel on est confronté en France. Hein, de quel droit on attribue aux gens des origines? C'est ça. Je crois qu'il faut renoncer à raisonner en termes d'origine. De définir par rapport à une... Les gens ont l'origine qu'ils s'attribuent eux-mêmes. Ils peuvent estimer qu'ils ont une origine algérienne, tunisienne, marocaine ou autre, ou je ne sais pas, centrafricaine, etc. Mais ils peuvent aussi se considérer comme français, ou bien se considérer comme, je ne sais pas, moi, ingénieur en informatique. Donc moi, je suis partisan d'une analyse conversationnelle, c'est-à-dire l'identité. C'est ça l'idée de branchement. Oui, entre autres, c'est l'idée que tu puises en permanence dans un référentiel qui est le tien, qui est de ton... Dans la mesure où tu peux le faire, parce que tout le monde ne peut pas faire. Tu n'es pas libre non plus de ton choix à toute période de ton existence. Si on te traite de sale nègre, ou de sale arabe, ou de sale juif, tu n'es pas libre. Si tu veux, là, tu perds ta personnalité, là, individuelle. Donc tu n'existes plus comme individu. C'est ça le racisme. C'est ne plus exister comme individu. Hein, c'est-à-dire tu renvoyais, c'est la partie pour le tout. C'est-à-dire tu renvoyais une communauté. Là, du coup. Donc tu considères par exemple que... mais sinon, oui, idéalement, chacun se constitue sa propre... Donc tu considères que par exemple des gens comme Aimé Césaire ou Senghor, ou qui, pour prendre leur distance par rapport au système colonial, se réclament de la négritude, des choses comme ça. Pour toi, c'est en fait des gens qui, d'une manière inversée, ils reproduisent ce qu'ils veulent rejeter. Oui, en fait. c'est le renversement du stigmate. Le renversement du stigmate.
Mais dans le reversement du stigmate, il y a toujours qui... Mais là, tu n'es plus du tout marxiste, donc, à ce moment-là. Parce que Frantz Fanon, c'est un peu ce qu'il dit, non? La tradition marxiste qui dit, oui, on se réapproprie pour ensuite... Non, je sais pas. L'histoire du fer qui est plié dans un sens, il faut le plier encore dans l'autre sens pour ensuite... Oui, l'idée hegelienne, quoi, c'est... Oui, oui. Non, moi je ne sais pas si je suis marxiste ou pas, peut-être. Enfin, en tout cas, ça ne me gêne pas qu'on me le dise que je suis marxiste, mais bon, si je ne suis pas marxiste, c'est pas grave. Si on me dit que je ne suis pas marxiste, c'est pas grave non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le retournement du stigmate, et c'est ça le problème de la négritude, il reste quelque chose de ce qui a été transformé. Ça, c'est hegelien. Oui. C'est hegelien, dans, oui. Dans le dépassement, dans la Aufbauung, il reste quelque chose de ce qui a été transformé. Donc il y a un reste. Donc tu es plus Wole Soyinka, la tigre. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Le tigre. Le tigre, là, quand il rugit, il n'exprime pas sa tigritude. Ouais. Non, il n'exprime pas sa tigritude, il rugit il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin d'exprimer sa tigritude. Pour rugir et sauter sur sa proie. C'est ça, voilà. Mais parce que toi, oui, mais en même temps, toi, tu considères que la parole, c'est un acte. Si on dit que je suis, c'est aussi un acte. Quand je suis non, mais je alors suis un en nègre. plus, la négritude enfin, disons, de Césaire, surtout, c'est une négritude, enfin, je ne sais pas, qui renvoie à une idéalisation totale, entière de l'Afrique précoloniale, qui repose sur en fait, l'utilisation de textes coloniaux, en fait. C'est ça le paradoxe de Césaire. C'est dans le carnet de... cahier d'un retour au pays natal. De la bibliothèque coloniale. Oui, c'est Frobenius, c'est Delafosse, etc. Enfin, je veux dire, il idéalise complètement les sociétés africaines précoloniales, qui en fait, il est des sociétés esclavagistes, fondamentalement. Oui. Hein, et lui, il voit pas... C'était, civilisé jusqu'au bout des ongles, etc. Bon, bien sûr, oui, ok. Mais ça reposait sur quoi? Enfin, tous ces royaumes, ces empires, etc., reposaient sur l'esclavage, sur les razzias, la vente des esclaves, etc. Ce qui est nié d'ailleurs à la fois par les Antillais qui disent mais non, c'est les Européens, c'est les Arabes qui ont introduit la traite esclavagiste en Afrique subsaharienne. Ensuite, ça a été les Européens. Donc, c'est pas les Africains qui eux-mêmes se réduisaient en esclavage, c'était les Européens qui pénétraient. D'abord les Arabes, ensuite les Européens ont pénétré au cœur du continent pour enlever les Africains et les déporter, soit vers le monde arabo-musulman, soit vers les Amériques. En fait. Oui. Est-ce que parce que la négritude, la critique de la négritude a été faite, quoi. Bien sûr. Mais justement, est-ce que la négritude ne correspond pas à un passage, et je dirais même un passage obligé, dans une certaine démarche? Parce que Césaire, à un moment, il dit « le nègre t'emmerde ». C'est-à-dire qu'il est quand même de dire « je prends ce vocabulaire qui est un vocabulaire esclavagiste, je me l'attribue pour lui enlever sa force, quelque part, et pour pouvoir dire, justement, mais allez, chassons le colonialisme, etc. » C'est ça, la démarche hegelienne, en fait. Voilà. Mais c'est ce que dit Sartre. C'est ce que dit Sartre dans Orphée Noir. Il dit c'est un moment nécessaire. Mais pour Sartre, tout ça disparaîtra dans le cadre du socialisme, du communisme. Bon, on sait maintenant que c'est plus à l'ordre du jour, hein, le socialisme, le communisme. Bon. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste une licence. Donc c'est ça le problème. Oui, qui a vite été chassé. Enfin, oui, mais qui a été remplacé par d'autres essences. Oui, mais alors, ta proposition, tu peux nous expliciter? Parce que là, on comprend ce que tu critiques, on comprend ce que tu remets en question. Moi, ce qui m'ennuie chez les intellectuels africains, pas tous, hein, je veux dire, ou même du Sud, pour aller vite, indiens, parce que les post-coloniaux, c'est essentiellement les Africains, les Indiens et les Latino-Américains, pour aller vite. Ce qui me gêne, c'est que, enfin, surtout, ce qui me gêne, c'est qu'au fond, la contradiction principale, pour reprendre une vieille terminologie, c'est entre, disons, puisqu'on s'occupe d'Afrique, là, c'est entre l'Afrique et l'Occident, enfin, l'Europe, les États-Unis, etc. Enfin, bon. Et moi, ce qui me gêne, c'est que la plupart du temps, ces mêmes intellectuels africains ne prennent pas en considération ce qui me paraît moi, être central, c'est la situation de chaque pays africain. C'est dans le cadre de chaque pays africain, à mon avis, qu'il faut mener, la lutte contre les... Parce que c'est facile, moi je trouve que c'est un peu fantasmatique de s'en prendre à l'Europe, à la France. C'est vrai qu'il faut... Moi je suis le premier à critiquer les interventions françaises au Sahel, le maintien du franc CFA sous une forme déguisée, Bolloré, machin, etc. Moi je suis tout à fait d'accord. Je suis contre le Barkhane, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté.
Mais il faut aussi voir aussi qu'il y a des relais locaux, enfin, qui ne sont pas seulement des relais, justement, qui sont des élites ou des couches ou des classes dirigeantes qui vivent sur le pays, quoi, enfin, qui mettent les pays en coupe réglée. Je ne comprends pas pourquoi tu dis qu'ils ne le font pas. Je veux dire, enfin, en tout cas, au niveau du cinéma ou de la littérature, on n'a que ça. Je veux dire, Sam Ben, ses premiers films sont la critique du mimétisme occidental dans les élites africaines. Oui, mais il s'en est pas pris. Enfin, c'est rare que des intellectuels africains s'en prennent au chef d'État de leur pays, par exemple. Ils savent très bien. Bon, je sais bien qu'ils ne peuvent pas. Ça a été dit à propos d'une émission précédente sur le cinéma camerounais. Mais il y en a, certains sont à l'extérieur, ils pourraient très bien le faire. Oui, Ils ne le font pas. Jamais Souleymane Bachir Diane ne s'en prend à Macky Sall. Enfin, je veux dire, au contraire, ils se ruent dès que Macron leur fait signe, ils accourent à l'Élysée. Enfin, bon, je viens d'écrire un article là, qui s'appelle des intellectuels africains au secours de Macron. Tu en veux plus d'ailleurs à l'intellectuel qui, lui, se met au service d'eux qu'à celui auquel il se met au service. Non, aux deux. Macron, pour moi, c'est l'ennemi principal. Oui, c'est vrai. Mais alors, ça nous ramène justement... Juste pour terminer là-dessus, on est quand même dans une contradiction, qui est le fait que si Achille Mbembe, par exemple, qui est quand même quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, accepte la proposition de Macron de participer à je ne sais plus quoi, ou que Pascal Blanchard donne un certain nombre de noms, de rues possibles pour les municipalités françaises, pour accentuer la diversité qu'il peut y avoir dans les rues. Tout ça, c'est quand même des démarches qui correspondent au fait qu'on ne refuse pas complètement le dialogue avec l'autre. C'est-à-dire qu'on ne se situe pas justement dans une position afrocentriste qui serait de dire on ne discute plus avec le diable. Mais qui est de dire toute notre démarche, et d'ailleurs la démarche des cinémas d'Afrique, dès le départ, dès Afrique sur scène, c'est ça, c'est de vouloir appartenir au monde de façon égalitaire, c'est-à-dire y trouver sa place. Oui, enfin là, je pense que s'agissant du comité Mbembe, comme disent les intellectuels camerounais, je pense que quand même Mbembe donne une caution décoloniale prétendument de gauche à Macron, qui en a bien besoin actuellement, parce que bon, comme je le dis dans l'article, il muscle sa jambe droite, donc c'est toute la loi sur la sécurité globale, les dérapages plus ou moins contrôlés de Gérald Darmanin, du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Donc il ratisse son électorat de droite et d'extrême droite, mais en même temps il a besoin de muscler sa jambe gauche, parce que il a peur qu'au second tour, les gens qui ont voté pour lui, les gens de gauche et d'extrême gauche qui ont voté pour lui en 2017 au deuxième tour, fassent défection et restent chez eux. Donc ça, c'est la stratégie Macron, on est d'accord. Bah oui, mais ils volent au secours de cette stratégie, Mbembe et les autres. Tous ces intellectuels qui sont rangés derrière Mbembe, on ne peut pas dire ils volent à son secours. Enfin, moi, c'est bon. Mais revenons, on va continuer ce même débat. Mais revenons à ce que tu disais tout à l'heure par rapport, tu dis, il y a des écrivains, il y a des penseurs. Parce que là où moi je voudrais vraiment t'interroger, c'est justement, puisqu'on parle d'Aimé Césaire, on a parlé de Senghor, je parle de Senghor écrivain, poète. Est-ce que tu n'as pas l'impression que dans ta démarche anthropologique, tu aurais tendance à rabattre ce qui relève de l'anthropologie, y compris sur la création littéraire. Parce qu'il y a quand même des niveaux, c'est-à-dire toi tu interroges par exemple Senghor dans ce qu'il dit dans sa parole politique, ou Césaire, tu ne l'interroges pas sur son œuvre, Oui, proprement dite. mais moi je ne suis pas un critique littéraire. Oui, mais c'est ça la question. Mais Césaire et Senghor sont des hommes politiques aussi. Ils étaient des hommes politiques. Oui. Donc c'est là-dessus que je les questionne. Sur leur discours politique. Bah oui, mais enfin leur discours littéraire, c'est aussi un discours politique. Enfin, on peut pas séparer les deux. Bon, justement, c'est là où... Alors, moi, ça me pose problème, parce que je ne connais pas l'anthropologie aussi, je ne sais pas exactement... Non, mais c'est pas... Mais parce qu'il me semble parfois
que le discours, c'est une question beaucoup plus complexe, parce que toi, tu dis c'est des actes de parole, tu vois, c'est ce qui me paraît problématique, y compris chez Searle et Austin. Moi, je pense que c'est aussi une parole, mais qui s'inscrit dans une langue, parce que sinon, il n'y a aucun... Enfin, je ne vois pas en quoi consisterait l'acte poétique, la création poétique, sinon dans l'écart que un individu prend par une langue. Une parole, c'est-à-dire se distingue d'une langue. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui définit aussi c'est à l'aune de cette distance qu'on définit la valeur littéraire ou artistique d'un... Non, mais moi je ne nie pas la qualité poétique, par exemple, de Césaire. C'est pas ça mon problème, moi. Mais justement, si tu renvoies constamment le politique au poète et le poète au politique, du coup, tu n'arrives plus à porter un jugement politique sur quelqu'un comme Césaire. Et Glissant, c'est pareil. Tu peux dire, Glissant, c'est un grand écrivain ou un grand poète, mais c'est un piètre penseur. Pour moi, l'idée de... tu vois ce que je veux dire? Mais toi, tu rabats le penseur sur le poète, c'est ça ce que je veux dire? Parce que Glissant, il n'est pas intéressant de ce point de vue, à la limite peut-être, mais il est intéressant par rapport à ça, ce qu'il écrit. Et Césaire aussi, et comme Senghor aussi. Bah oui, mais ils ont quand même des positions, ils ont quand même des positions politiques. Enfin, ils ont eu des fonctions politiques. Et Senghor et Césaire. Et à partir du moment où ils ont cette fonction, ils sont plus poètes. Ils sont aussi poètes, mais ils sont pas des... Pour moi, Césaire et Glissant ne sont pas de grands penseurs, ce sont des grands poètes. Je ne reproche pas à Rimbaud de ne pas avoir été un homme politique. Oui. Pourtant, c'est un grand poète. Voilà. Oui, enfin, là, je décroche complètement dans mon approbation. Non, mais là, ce n'est pas tellement en tant qu'anthropologue que je réagis, c'est en tant que... comment dirais-je, je sais pas comment je dirais, en tant que politique, enfin oui, parce que j'ai des conceptions politiques aussi. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas compartimenter les choses de cette manière. Je veux dire, dans ton bouquin, là, Enquête d'Afrique, il y a cette exposition Exhibit B. L'exposition Exhibit B, c'est une exposition qui a fait scandale. Oui. Moi, je l'avais vue en Avignon, où ça n'avait pas fait scandale d'ailleurs. Et puis, ensuite, ça a été montré à Nanterre, et c'est là que ça a fait scandale, parce que c'était dans un lieu qui n'était pas neutre non plus. Bah, moi, je l'ai vu au 104. Hein. Oui, tu l'as vu en 104. Hein. Oui, parce qu'il y a plusieurs. Mais ce que tu dis sur la réaction qu'elle a provoquée, puisqu'il y a un certain nombre de gens qu'on va définir d'ailleurs plutôt afrocentristes dans leur discours, puisqu'ils ont eu la démarche de vouloir interdire l'exposition, etc. Et en tout cas, ils ont manifesté. Ils ont manifesté leur désaccord, comme les chrétiens ont manifesté devant la dernière tentation du Christ, ou bien la passion du Christ de Mel Gibson par la suite. Mais ce que tu négliges, enfin pour moi, dans ton écrit, dans ta réaction, c'est le contenu de la pièce. C'est-à-dire qu'à un moment, tu le décris d'une façon extrêmement rapide en disant oui, c'est un Sud-Africain blanc qui décrit son rapport problématique avec ce qu'on a fait des Noirs, quoi, le devenir noir. Comment ? L'apartheid notamment, oui, mais pas seulement dans l'exposition, puisque ça va beaucoup plus loin. Mais ce que nous, on avait critiqué à Africulture, par exemple, c'était quand même le contenu même de cette démarche qui procède d'une sorte de honte du blanc qui prend en charge presque qui veut sauver le noir, quoi. Qui utilise pour cela toute une série de références qui sont, on parlait des zoos humains tout à l'heure, on a tout ça dans l'exposition, c'est-à-dire une manière c'est-à-dire tout le contraire de ce que nous, on a tendance à vouloir, qui nous semble parlant dans les expressions africaines contemporaines, et qui est que on a la possibilité d'être dans un dialogue, dans une relation. C'est-à-dire que ce qui définit pour moi la force des expressions culturelles africaines, c'est la mise en relation. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la possibilité d'être un égal à égal et d'avoir une possibilité de dialogue, oui, mais moi, je crois que ça va beaucoup plus loin. Là, on avait tout le contraire. C'est-à-dire que je pense à un film, je termine, mais je pense à un film comme le Cauchemar de Darwin, par exemple, qui a fait coûter beaucoup d'encre aussi, de Hubert Sauper. On est dans des films où on est dans un spectacle qui enlève la parole.
C'est-à-dire que pendant le spectacle, dans le dispositif du spectacle, puisque c'est un parcours où même il faut rester silencieux, ça nous est dit au départ, on n'a absolument pas la possibilité d'être spectateur finalement. On n'est plus qu'un receveur d'un certain nombre, d'un cabinet de curiosité qui est plutôt un cabinet des horreurs. Oui, mais donc, moi je pense que surtout ce qu'on lui a reproché, c'est d'être un blanc, et que les blancs n'ont pas le droit de représenter la souffrance des Noirs. Et d'ailleurs, Souleymane Bachirnian est tout à fait d'accord avec moi là-dessus. Oui. Et il y a d'autres exemples de ce type. Mais là, on est d'accord sur cette critique-là. Mais je veux dire, le fait qu'il y ait des gens qui descendent dans la rue pour dire on n'est pas d'accord avec ce spectacle, moi je le voyais comme une critique de ce spectacle aussi. C'est parce que s'ils ne descendent pas dans la rue, ça veut dire qu'on ne réagit jamais à ce genre de choses. Et là, je veux dire, le contenu est grave. Oui, je ne sais pas, parce qu'il y a bien d'autres, il y a des choses beaucoup plus graves sur lesquelles on ne réagit pas, je veux dire, des choses beaucoup plus scandaleuses. Là, franchement, dans les contextes. Bon, c'est aussi, bon, il y a toute une série de choses de cet ordre d'ailleurs qui sont produites. Là, l'œuvre de Hervé Di Rosa, là, qui est exposée au Sénat. Le spectacle Kanata de Ryan Mouchkine. Non, je crois qu'on est entré dans une époque qui est, à mon avis, un peu compliquée, dans la mesure où ce qui compte, c'est pas tellement ce qui est dit, mais c'est celui qui le dit. Hein, dans les années 70, on disait d'où tu parles. Ben là, c'est qui es-tu ? Qui es-tu pour prononcer, pour émettre tel ou tel discours, avoir telle ou telle position. Et ça, c'est quand même un problème, parce que le problème, c'est tout le problème de la représentation. Qui est amené à représenter qui ? Est-ce qu'on a le droit de représenter l'autre ? Est-ce qu'il faut absolument... Est-ce que les Noirs doivent être représentés par des Noirs, les Arabes par des Arabes, les Juifs par des Juifs, c'est ça nous ramène, les femmes par des femmes ? Ça nous ramène à ce qui a fait l'objet de cette discussion avec Souleymane Bachirnian au sujet de l'universalisme. Et lui, il fait une distinction. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, entre l'universalisme et l'universel. Il dit l'universalisme serait le fait de considérer, par exemple, une langue, comme le français, comme étant l'expression parfaite de ce qui serait la logique, ou les mathématiques, ou un truc comme ça. Donc, il est supérieur à toutes les autres langues. L'universel, c'est ce qui existe dans toutes les langues. Mais lui, il n'exclut pas du tout l'idée d'universel en essayant de trouver un juste milieu entre l'universalisme tous azimuts et le relativisme effréné. Où est-ce que toi, tu te situes par rapport à... Moi, je ne suis pas d'accord avec lui, parce que justement, ça suppose, ça renvoie à la discussion sur le métissage et les branchements, etc. Ça suppose, son universel suppose des langues complètement, nettement séparées, isolées, etc. Et donc, par rapport à cette position, il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas traduire totalement une langue dans une autre. Il y a une intraductibilité. C'est Barbara Cassin. Lui, au contraire, c'est un optimiste de la traduction. C'est-à-dire, lui, il dit qu'on peut tout traduire. Glissant dit qu'on ne peut pas tout traduire, qu'il y a un reste d'opacité. D'opacité, irréductible. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Moi, l'universalisme, pour moi, l'universalisme, ce n'est pas ça. L'université, l'universalisme, ce n'est pas l'universalisme de la langue française dont j'ai rien à faire. Le destin de la langue française ne m'intéresse absolument pas. Elle ne me préoccupe absolument pas. Mais pour moi, l'universalisme, c'est la possibilité de trouver des communs, ce que les anglo-saxons appellent des commonalities, entre différentes cultures. C'est l'idée qu'il faut d'abord chercher ce qui est commun à différentes cultures avant de... Mais tu vois bien que tu dis différentes cultures, c'est-à-dire tu supposes... Oui, non, mais je veux dire, prenons un exemple. Je ne sais pas, on trouve par exemple au Sahel la légende du Ouagadou Bida, c'est-à-dire l'idée qu'il y a enfin on trouvait, parce que qu'il y a un serpent ou un dragon, je ne sais pas, à qui il fallait ou il faut fournir une vierge tous les ans, etc., pour assurer la prospérité de l'empire du Ghana, etc. Que sinon, ça n'ira pas. Un beau jour, il y a un jeune prince qui veut sauver une jeune vierge, qui est amoureux d'une de ces vierges qui doit être sacrifiée, etc., et qui va tuer le Ouagadou Bida, le serpent énorme, etc., etc.
Et cette légende du Ouagadougou, on la retrouve exactement dans la tradition. Ça, c'est dans la tradition ouest-africaine, musulmane ou pas. Je crois que c'est Ibn Khaldoun qui rapporte cette légende d'ailleurs. On la trouve dans la tradition chrétienne, avec Saint-Georges ou Saint-Michel ou Saint-Georges terrassant le dragon. Exactement la même. Bon, c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est de trouver des choses communes pour ne pas séparer de façon complètement arbitraire et trancher les cultures africaines, la culture africaine ou les cultures africaines, la culture européenne, etc. Il y a des choses communes à différentes cultures, à différentes civilisations, etc. Et c'est comme ça qu'on pourra en sortir. Parce que si on commence par les différences, on dit voilà, les Africains sont pas assez, l'Africain n'est pas assez rentré dans l'histoire, etc. Nous, on est prométhéens, on essaie de se dépasser sans cesse, etc. On n'en sortira jamais. Oui, mais si le même exemple chrétien domine, et celui dont tu parles là n'est pas connu, oui, enfin il est plus connu, il est plus répandu. Ah, mais ça c'est un problème de diffusion. Attends, oui, et l'autre il est moins connu. Comment peut-on les rapprocher alors qu'il y a justement un problème en écrivant déjà, en disant voilà, c'est commun à plusieurs, à la culture ouest-africaine du Sahel et puis la culture chrétienne du Moyen Âge. Bon, et là, du coup, l'étrangeté, l'extranéité, l'exotisme de l'Afrique, disparaît. Parce que, et de la même façon, si on examine les théories du pouvoir qui prévalent en Afrique, à l'époque précoloniale, on verra que ce sont exactement les mêmes que celles qui prévalent dans la France de l'Ancien Régime. L'opposition des conquérants, détenteurs du pouvoir politique, d'une part, et des chefs de terre, maîtres du rituel, d'autre part, on la retrouve avec les Francs envahisseurs venus de Germanie, qui sont les ancêtres de l'aristocratie, et les Gallo-Romains ou les Gaulois, qui sont les autochtones, ancêtres du tiers-État. C'est exactement les mêmes théories politiques. Donc voilà, du coup, moi, je ne suis plus ethnologue, j'échappe justement à cette division qui me paraît complètement fallacieuse et dangereuse, et c'est ça la base du racisme, justement. C'est isoler des cultures, des civilisations, et les doter d'une spécificité totale et entière. Voilà. C'est là où je suis étonné, quoi, parce que autant j'adhère personnellement, je crois on adhère à ta démarche et à toute ta démarche qui est de déconstruire toutes ces catégories essentialisantes, autant aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on est confronté à une sorte de remontée des identités très forte à la faveur de la mondialisation, à la faveur de Black Lives Matter, etc. C'est-à-dire de ce qui arrive aussi aux gens dans la stigmatisation croissante dans les sociétés d'un certain nombre de personnes par le fait simple de leur couleur de peau. Mais indépendamment de ça, si tu citais Fanon tout à l'heure, on pourrait citer Baldwin, etc. C'est des gens qui disaient le noir n'existe pas. C'est-à-dire que dans la pensée des penseurs africains que tu évoquais, il y a quand même, et même chez Bembe, l'idée qu'il faut sortir de la définition identitaire et surtout liée à une couleur de peau et d'analyser quelle est la projection de l'autre là-dedans, ça c'est surtout Fanon, et de dire mais nous, notre problème, c'est tout simplement d'appartenir à l'humanité. Je pense pas, parce que même chez Fanon, il y a l'idée que l'analyse marxiste justement ne s'applique pas aux ex-colonies, dans les damnés de la terre, etc. Il y a au contraire l'idée qu'il y a une spécificité coloniale, qui n'est pas réductible à une analyse marxiste. Et chez Mbembe, il y a un essentialisme effréné dans la critique de la raison nègre, où il fait du nègre la figure même de l'avenir de l'humanité. Je ne dirais pas que c'est raciste, mais c'est complètement racialiste. Tous les antagonismes qui existent actuellement à la surface de la planète ne s'expliquent pas par la raison nègre. C'est une vue d'esprit. Le mot nègre n'a pas du tout le sens noir chez Mbembe. Oui, mais je veux dire, non, mais il n'a pas le sens noir, mais il a le sens nègre. Donc, je veux dire, interpréter tout ce qui se passe... Être le nègre du monde. Oui, mais ça ne veut rien dire. Si. Mais non, ça n'a pas de sens. Je veux dire, d'ailleurs, ça a été critiqué par un penseur, un écrivain rwandais qui dit mais pourquoi penser tous les affrontements sociaux, politiques, etc., qui se produisent à l'heure actuelle en termes de devenir du signifiant nègre, ça n'a pas de sens. Je veux dire, c'est un essentialisme. Je dirais pas que c'est du racisme, mais du racialisme. Donc je ne pense pas qu'il soit du tout universalisme. On va peut-être écouter. Non, écoutez, oui, c'est intéressant d'écouter
Jean-Loup, à propos de cinéma, puisque nous avons vu ensemble, voilà par exemple un film qui nous interpelle tous beaucoup, que nous avons montré dans le cadre de la dernière édition du Festival des cinémas d'Afrique et du Pays d'Arc, Bouddha in Africa, que tu as vu, où il est effectivement question de métissage, branchement, colonisation, domination, je ne sais pas, enfin, puisque voilà, je rappelle qu'il s'agit d'un orphelinat qui fait partie de toute une chaîne dirigée par des moines chinois et qui évidemment accueille des petits qu'il éduque et qu'il n'éduque pas simplement pour leur apprendre un métier, ce qu'ils font aussi, mais pour leur apprendre la langue, la culture, la religion, et les déposséder presque totalement de leur origine, enfin de l'endroit où ils sont, à travers justement ce garçon qui, lui, déjà dans son propre pays, fait partie d'une minorité, je veux dire, musulmane, et qui, en rentrant chez lui, il a même du mal à parler avec les siens dans la langue qui est la sienne. Et c'est un garçon très brillant, mais en même temps, ce garçon, on voit bien qu'il est aussi tiraillé, il sent qu'il y a quelque chose qu'il a perdu. Par rapport à ton point de vue, par rapport à cette conception que tu as de ces rapports entre les différentes cultures, comment tu vois ce film ? Alors comment je vois ce film ? D'abord, c'est un film qui m'a beaucoup plu, parce que c'est un film saisissant, je trouve. Enfin, c'est un phénomène qui n'est pas unique, parce qu'il y a d'autres phénomènes de ce type en Afrique. Il y a une secte japonaise dont je ne me souviens plus le nom aussi, qui s'est implantée au Sénégal, enfin, qui est un peu... C'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu du même ordre, une espèce de transnationalisation du religieux aussi. Donc c'est une secte en fait, c'est une ONG mais qui s'appelle ACC je crois, d'origine taïwanaise, qui diffuse une forme de bouddhisme particulière parce que confucianiste, oui, un bouddhisme confucianiste. Oui, mais végétarien. Donc c'est parce que tous les bouddhistes ne sont pas végétariens. Et donc qui recueille des orphelins dans les villages, qui les transforme complètement, qui les sinise. Qui les sinisent complètement, puisqu'ils apprennent le chinois, ils ne parlent plus que le chinois, ils font toute leur éducation en chinois, arts martiaux, kung fu, etc., pour en faire des vedettes, enfin de spectacles, enfin des bêtes de spectacle, en fait, qu'on exporte ensuite dans le monde entier, de façon à attirer les fonds des bailleurs taïwanais. Notamment, il y a une séquence à New York où on voit un Taïwanais de la diaspora, entre guillemets, que j'aime pas, terme que je n'aime pas non plus d'ailleurs, qui donne $100 000 à la ACC, je crois que ça s'appelle. Donc c'est vraiment très intéressant. Mais en fait, et ensuite, finalement, il hésite, comme tu dis, il est tiraillé, il ne sait pas il retourne dans sa famille, mais il n'y a plus que sa grand-mère et puis sa tante, lui, il veut faire l'université malawienne, du Malawi, donc il veut retrouver son identité. Quoi. C'est ça. Mais elles lui disent que elles n'ont pas les moyens de lui payer l'université du Malawi et que donc il va être à leur charge et qu'elles n'ont plus rien. Elle a perdu tous ses chefs, la grand-mère, etc., etc. Et donc finalement, il accepte d'entrer en compétition pour avoir la bourse qui lui permet. Mais il perd quoi pour toi, lui ? Est-ce qu'il perd quelque chose ou pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il perd quelque chose, puisque de toute façon, il accepte finalement. Et il part à Taïwan. Tu ne dirais pas qu'il perd sa culture ? Je ne sais pas. Sa culture, c'est quoi ? J'en sais rien. Comme disait Mbembe, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Enfin, je ne suis pas toujours en désaccord avec lui d'ailleurs. Il disait, mais bon, les langues, on parlait dans une autre émission des langues coloniales en Afrique, le français, l'anglais, le portugais, mais c'est des langues africaines maintenant. Et bien le chinois, c'est une langue africaine aussi maintenant. On ne peut pas faire abstraction de ça. Et c'est pas une manière de légitimer cette forme de domination ? En tout cas, Mbembe, lui, il la légitimise. Puisqu'il dit, ça fait partie de notre patrimoine maintenant, toutes ces langues, mais moi je pense aussi, effectivement, le français, l'anglais, le portugais, même le chinois, ça fait partie des langues africaines maintenant. Mais quand une fois les choses ont été faites. Mais attends, pour comparer, alors ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène qui peut nous sembler étrange, nouveau,
à certains égards répugnant. Enfin, Oui. c'est pas nouveau. Je veux dire, les missionnaires chrétiens ont fait exactement la même chose à la fin du 19e et Oui. au début du 20e siècle en Afrique. Ils Oui. ont imposé la Bible, C'est ça. ils ont imposé le français, ou ils ont imposé le portugais, ou ils ont imposé l'anglais, enfin de la même façon. Quoi. Oui. Ils ont un... Non, mais je veux dire, c'est ça que je veux Le dire. propos du film, hein, de rappeler Non, ce que l'histoire. je veux dire, c'est qu'il y a une différence entre le moment où la chose se passe et une fois cette chose est passée. Nous aussi, moi je parle français, je suis tunisien, je suis arabe, je suis de culture musulmane, etc. Je parle français. Maintenant, pour moi, ça fait partie de ma culture, de mon identité. Ouais. Bon. Mais lorsque les Français sont venus en Tunisie en 1881 s'installer là-bas et imposer cette langue par la force, etc., on ne peut pas dire que ça fait partie de notre identité. Maintenant, je peux le dire. Or là, nous regardons un film qui nous parle de quelque chose qui est en train de se passer et qui relève de la domination. Est-ce que je peux, au nom de cette identité que ce garçon pourrait avoir dans 20 ans, 30 ans, à savoir le fait de parler, par exemple, chinois, justifier ce qui est en train de se passer? C'est ça la question non, qui mais se pose. mais écoute, les gens du Malawi pourraient s'insurger contre la présence de cette secte. Je suis d'accord, non, mais bien sûr. Ils le font, d'ailleurs. Ils le font, oui. Mais apparemment, c'est un phénomène en expansion, puisque dans le film, il est dit qu'ils vont s'installer dans d'autres pays. Oui. Enfin, ça marche, quoi. C'est un truc qui marche. Oui, parce qu'ils profitent d'un phénomène qui est que les enfants ne sont pas scolarisés, que ce sont des orphelins qui ne sont pas pris en charge par la famille, ce qu'on voit très bien dans le film. Et que du coup, pour résoudre ce problème qui est un problème social, les structures du Malawi n'ont pas la force de le faire, et du coup, ils arrivent comme... Alors, moi, je crois qu'encore une fois, là, c'est la responsabilité des gouvernants. C'est eux qui sont responsables. Donc, c'est pour ça, c'est pas la peine de s'insurger contre les Chinois. Il faut s'insurger contre les dirigeants du Malawi. Oui, d'accord. C'est eux qui permettent ça. Oui. Bah oui. Oui, mais c'est comme si tu passes, pour revenir, on reste dans le cinéma, mais juste on pioche un peu dans ta pensée, parce qu'elle est très riche, etc., et on est un peu débordé par ça. C'est comme si, en fait, tu ne donnais aucune importance au fait qu'à un moment donné, justement pour s'affranchir, on dise oui, je suis nègre, la négritude. Parce que c'est ça la question. C'est-à-dire, on va tout justifier dans ce cas-là. Toutes les formes de bien évidemment, nous sommes le produit toujours de domination, d'humiliation, peut-être même dans notre lignage de viol, j'en sais rien. Je veux dire, on n'en sait rien. Je ne sais pas, moi, d'où je viens. Est-ce qu'à un moment donné, le père de mon père, de mon père, de mon père n'a pas été le fruit d'une relation violente, etc. Mais ça n'empêche pas que je suis ce que je suis. Sauf qu'au moment où cela arrive, ou quand ça risque d'arriver, est-ce que je n'aurais pas le droit, précisément, de revendiquer une culture qui serait propre à moi et qui serait construite, et notamment dans le domaine de la création? Et là, on est dans le domaine de la création. C'est pour ça que je dis, est-ce que du coup, ça légitime en fait tous ces gens qui parlent de culture, qui parlent d'une certaine manière, pas de façon, je veux dire, extrémiste. Non, écoute, moi, ce jeune Alou là, qui s'appelle Alou, il a parfaitement le droit de refuser l'imposition de la culture chinoise ou de la langue chinoise à laquelle il est soumis. Moi, je ne dis pas le contraire, mais il ne le fait pas. Et puis, finalement, il préfère faire une carrière parce qu'il est coincé. Il est coincé, mais il choisit de l'être aussi, parce qu'il pourrait faire autre chose. Je ne sais pas, j'en sais rien. Hein. Parce que dans le film, à un moment, il s'en sépare. Il a décidé de ne pas le faire. Et si j'étais moi un intellectuel, il revient à sa famille qui lui dit mais... oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, ce que j'ai dit avant. Oui, effectivement, mais bon. Mais moi, je pense que le grand responsable, c'est les dirigeants. Mais moi, si j'étais un intellectuel du Malawi, à ce moment-là, j'ai dit, voilà, nous, notre culture, elle est menacée. Tu ne serais pas d'accord? Tu vas me dire qu'est-ce que c'est ta culture, pourquoi tu dis ça? Non, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas ce que je dirais si j'étais un intellectuel. Moi, je pense qu'effectivement, c'est un phénomène d'imposition qui devrait être rejeté. Oui. C'est un phénomène politiquement. C'est ça que tu dis. Oui, de corruption même. Oui, politiquement, mais intellectuellement, comment on peut le justifier? Comment peut-on légitimer mais dire, voilà, il faut défendre la culture Yao, puisqu'il fait partie de l'ethnie Yao. C'est ça, oui. Et que c'est au nom de ça qu'il faut qu'il s'insurge, moi j'en sais rien, c'est pas à moi de le dire. Mais si lui le dit, il a le droit. Mais moi, c'est pas moi qui vais le dire.
On On a n'a plus pas à de se 10 faire les minutes. porte-paroles de gens dont on ne sait pas s'ils s'estiment opprimés ou pas. D'accord. Peut-être évoluer sur notre film Tarabana, Oui. par exemple. Oui, vas-y. Non, mais pardon. Allez-y. Non, il n'y a pas de problème. Oui, parce que le temps passe. Oui, oui. Oui, comme on n'a plus de 10 minutes c'est et ça. qu'il y avait D'accord. d'autres Oui. films, et c'est vrai que moi, ça m'intéresse beaucoup d'entendre ce que tu as envie de dire sur Ntarabana, Oui. parce que tu connais très bien le terrain rwandais, enfin, je veux dire, tu as écrit dessus, etc. Et d'ailleurs, même dans le cœur de l'ethnie, il y a tout un chapitre. Oui. Donc, et pas un petit d'ailleurs. Ouais. Donc, comment tu as reçu ce film Alors, moi, parmi les 3 films que vous avez soumis à mon appréciation, C'est ça. c'est celui que j'ai le moins aimé, Mhm. Tarabana. J'ai beaucoup aimé Bouddha in Africa, j'ai beaucoup aimé après la révolte, ton vote. Mais j'ai moins aimé Tarabana. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un film qui met à la fois en scène des génocidaires et des génocidés, hein, en gros, c'est ça. Mais moi, ce qui m'a manqué dans ce film, c'est on ne sait pas d'où ces gens sortent. Enfin, on voit par exemple qu'il y a quelqu'un qu'on accuse d'être Tutsi, d'avoir sauvé des Tutsis, mais on ne sait pas exactement ce qu'il est, d'où il sort, quelle est son origine ethnique. Non, mais on ne sait pas quel est son background, disons, social, etc. Et de même, de l'autre côté parce que bon, à propos du Rwanda, on a parlé du génocide des Tutsis et des Hutus modérés. Mais c'est quoi les Hutus modérés alors qu'on sait que... En fait, moi j'ai l'impression, enfin là aussi, mais je ne suis pas un spécialiste du Rwanda, mais enfin bon, c'est que les frontières entre Hutus et Tutsis, d'abord ce n'est pas des ethnies parce qu'ils parlent la même langue, hein, ils parlent le Kinyarwanda, donc en l'occurrence, ce n'est pas un conflit ethnique, le conflit du Rwanda. Oui, hein, c'est un ancêtre mythique. C'est un génocide de classe ou de caste ou je ne sais quoi, mais en plus, les Hutus, les catégories Hutus et Tutsis, avant la colonisation, référaient à des royaumes. Il y avait des royaumes Hutus. C'est comme si Hutu modéré n'est déjà moins Hutu, parce qu'il est modéré. Oui, c'est ça. Ouais. Mais on ne sait pas ce que c'est. La première ministre du gouvernement était Hutu modérée, donc elle a été une des premières victimes du génocide. Et on ne sait pas très bien. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils étaient vendus aux Tutsis? Enfin, c'est un peu ce que ça veut dire. Les modérés, ça veut dire pas des ethnotraîtres. Ils ne sont pas radicaux. Non, des ethnotraîtres, comme on disait social traîtres avant. Et donc, ils n'étaient pas dans le vocabulaire du Hutu Power, qui était extrêmement, qui était quand même avec la radio Mille Collines pendant des années. Ils disaient les cafards, etc. Oui, alors on ne sait pas très bien. Alors, puis ce qui n'est pas rappelé, c'est toute la généalogie du génocide rwandais. C'est-à-dire l'imposition des catégories ethniques par les Belges. C'est les Belges qui ont importé la théorie de la guerre des races, qui vient de l'historiographie française, Augustin Thierry, Guizot, etc. Ils ont implanté ça au Rwanda, au Burundi aussi. Donc ils en ont fait des ethnies, les Tutsis, les Hutus et les Tois. Les Tois, c'est les Pygmées, bon, on n'en parle pas beaucoup parce qu'ils sont très peu nombreux. Et puis ensuite, il y a eu les cartes d'identité sous les Belges, enfin, après l'indépendance, avec la mention ethnique, Tutsi. Et ça, c'est dramatique, parce que quand il y a une mention ethnique sur des documents d'identité, c'est un peu ce qui s'est passé en Yougoslavie aussi, où Tito a inventé la catégorie de musulmans, qui n'existait pas avant. Hein, donc ça aussi explique. Et donc, il y a tout ça, commence tout ça à fermenter, commence à déboucher sur le génocide. Mais aussi comment ces gens, ces protagonistes du documentaire, d'où ils sortent, on ne sait pas très bien. On ne voit pas, c'est purement... Alors bon, il y a une espèce de richesse des témoignages, parce qu'effectivement, cette femme, je ne sais même plus... Anastasie. Bon, elle est formidable, je veux dire, elle est belle, elle parle bien, elle est émouvante, enfin... Et bon, puis il y a celui il y a un personnage terrible, le génocidaire, là. Gaspard, oui, je ne me souviens plus des prénoms. Lui aussi, c'est un personnage saisissant. Et puis, il y a celui qui a sauvé les Tutsis. Tout ça, c'est bien, mais je veux dire, en même temps, c'est pas... on voit pas la dynamique. Ça n'éclaire pas. On voit pas la dynamique. Ça n'éclaire pas notre compréhension du génocide rwandais, je trouve. Ça le dramatise. C'est comme s'il avait besoin de l'être. C'est quand même horrible. Mais ça ne l'éclaire pas. À mon sens. Mais ça, c'est mon point de vue d'anthropologue. Hein, peut-être que pour... d'autres, des gens qui ne sont pas anthropologues, enfin, je veux dire,
c'est pas un jugement de valeur que je porte, mais peut-être que ça leur suffit, je ne sais pas. Hein, mais alors, on ne comprend pas très bien, quoi. Oui, alors je suis un peu partagé sur qu'est-ce qui te gêne, c'est-à-dire parce que c'est un film qui vient après beaucoup d'autres films et même dans la démarche des réalisateurs. Oui. Donc effectivement, il y a eu énormément de choses sur le Rwanda, donc toutes ces questions ethniques, etc., ont été posées, ont été expliquées, etc. Donc lui, il ne repart pas dans un discours explicatif, quoi. Et donc il va directement aux personnes. Et donc le but du film, c'est d'être vraiment avec les personnes, et c'est, on va dire, sa qualité, parce que lui, il est sur le terrain depuis 20 ans, et que donc c'est des gens qu'il connaît même très bien, avec lesquels il passe du temps, quoi, et qui fait qu'il arrive à les faire parler de choses qui sont extrêmement difficiles en fait à dire encore aujourd'hui au Rwanda. Et la question justement est là, c'est-à-dire est-ce que l'intérêt du film n'est pas ailleurs que l'explication qu'on pourrait avoir sur les raisons du génocide, les comportements, etc. Mais sur cet aspect humain qui est très fort dans le film, comme tu l'as dit d'ailleurs, qui sont des témoignages très forts, mais qui ne sont pas seulement des témoignages assez incroyables, mais qui nous posent à nous, qui sommes loin et qui a priori ne nous intéressons pas à l'ensemble du monde comme ça de façon spontanée, des questions fondamentales comme celle de la réconciliation, le fait de vivre à côté de ses bourreaux, de pouvoir pardonner, etc. Enfin, je veux dire, toutes ces questions qui sont quand même des questions qui sont vraies aussi dans notre propre société. Puisqu'on parlait tout à l'heure de la question des discriminations, de la violence qui était faite envers les populations, alors que ce soit, on ne va pas parler des femmes, on aurait pu, etc. Et qu'est-ce et dans ce film, il y a toutes ces questions-là qui sont abordées, quoi. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas, comment dirais-je, oui, je vois bien ce que tu veux dire, mais comment dirais-je. S'agissant de génocide, on aurait aimé savoir d'où ils viennent, pourquoi ils ont fait ça. Oui, parce que sinon c'est l'équivalent de Shoah de Lanzmann, quoi. Enfin, c'est un peu, pour moi, c'est ça. Or, ce qui aurait été intéressant, justement parce qu'il y a beaucoup on a écrit je ne sais pas combien de livres sur le génocide rwandais, etc. Je suis d'accord. La société rwandaise, etc., la généalogie du génocide rwandais. Mais ce qui aurait été intéressant, justement, c'est de prendre des individus, c'est-à-dire Anastasie, Gaspard, et puis l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle. Oui, j'ai plus peu importe. Et de faire leur généalogie, justement. Comment vous vous définissez, qu'est-ce que vous êtes, comment vous avez été considéré par les autres, etc. Comment ils vous ont perçu, est-ce qu'ils vous ont perçu comme Hutu, comme Tutsi. Mais peut-être ce n'est pas la vocation du film. C'est l'anthropologue qui parle. C'est ça, oui. Oui, c'est ça qui est intéressant. Mais moi, c'est ça qui m'aurait intéressé, je veux dire, parce que bon, le pathos, c'est bien, mais bon, c'est horrible, le génocide, comme tous les génocides, d'ailleurs, sont horribles, c'est sûr, mais c'est ça qui m'aurait... peut-être qui aurait permis de faire éclater justement ces catégories. Oui, oui. Parce que c'est ça, moi, à mon avis. En tout cas, c'est ça, le débat, hein, il est tout ouvert de la surtout, il nous faudrait des heures. Si on est anthropologue ou historien ou sociologue ou cinéphile, évidemment, on ne voit pas et on n'attend pas forcément la même chose. Beaucoup de questions, en tout cas, se posent et se posent encore avec plus d'acuité pour nous grâce à cette petite discussion et aussi à la possibilité que, je dois le préciser, tu nous as donné, nous qui nous sommes spécialisés dans le cinéma, à rentrer dans cette bibliothèque et dans tout ce travail qui est effectivement passionnant. J'espère que nous aurons l'occasion de revenir pour peut-être parler de façon beaucoup plus précise de films. Moi, je pense à beaucoup d'autres films qui posent effectivement des questions comme ça, concernant les questions ethniques ou les questions culturelles, d'identité. Merci beaucoup, Jean-Loup. Merci à vous. Enfin, je reviendrai avec plaisir, quand vous voulez. Voilà. Non, ça a été très, très enrichissant pour moi, justement, d'être confronté à des non-anthropologues. C'est ça. Et donc, vous m'avez poussé dans mes derniers retranchements. Mais j'ai essayé de prendre le maximum. J'ai essayé de ne pas céder à la vague de l'offensive. Ce n'était pas une guerre de position, c'était une guerre de mouvement. On n'a pas altéré ton identité d'anthropologue. Je vous le dirai ultérieurement. En tout cas, merci beaucoup. Merci Olivier, merci à nous. Et merci à toi, à toutes, merci à tous. Et puis, nous aurons bien évidemment l'occasion
de vous proposer, dans le même cadre de Africa 2020, d'autres sujets avec d'autres invités. Bonsoir.